Dans un monde gouverné par des hommes, dans un empire colonial qui refusait aux femmes leur voix, leur place, leur avenir, une femme s'est levée. Une voix claire, un esprit indomptable, un cœur de lionne, Funmilayo Ransome Kuti, première fille admise dans une école secondaire mixte au Nigeria, première femme à conduire une voiture à Abeokuta, seule femme de la délégation envoyée à Londres en 1947 pour contester une constitution coloniale injuste et exiger l'indépendance du Nigeria. Et surtout, première femme à forcer le respect dans des lieux que l'histoire réservait aux hommes. Mais Funmilayo ne luttait pas seulement pour les femmes. Elle se battait pour la justice, pour la dignité humaine, pour les droits de tous les opprimés, femmes, hommes, travailleurs, commerçants, enfants sans école et peuples sans voix. Son combat était total, son courage sans concession. Face à l'impérialisme britannique, aux inégalités sociales, à la répression coloniale et aux traditions patriarcales, elle s'est tenue debout. Elle a parlé, manifesté, enseigné, écrit, défié. Elle n'a pas seulement changé le Nigeria, elle a redéfini ce que signifie la liberté et le devoir. Voici l'histoire de Funmilayo Ransome Kuti, une pionnière, une combattante, une légende. Tout commence le 25 octobre 1900 à Abeokuta, dans l'actuel état d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria. Frances Abigail Olufunmilayo naît au sein d'une famille Yoruba du sous-groupe Egba. Son père, Daniel Olumeyua Thomas, issu de l'aristocratie locale Jibolu Taiwo, est cultivateur. Sa mère, Lucretia Phyllis Omoyeni Adeosolu, est couturière. La famille porte déjà en elle la complexité de l'identité nigériane. L'arrière-grand-mère paternelle de Frances était une ancienne esclave revenue de Sierra Leone, fière de ses racines Egba. Son grand-père fut l'un des premiers chrétiens de la région. C'est dans cette atmosphère où cohabitent tradition yoruba et influence chrétienne européenne que Frances reçoit une éducation stricte et riche. En 1914, à l'âge de 14 ans, elle brise les conventions en devenant l'une des premières filles à intégrer l'Abeokuta Grammar School. À cette époque, l'éducation des filles est loin d'être une priorité au Nigeria. Frances y étudiera, puis y enseignera, posant déjà les bases de son engagement futur. En 1919, à seulement 19 ans, Frances part pour l'Angleterre et s'inscrit au Wincham Hall College à Manchester. Elle y étudie le français, la musique, la couture, l'élocution, mais découvre surtout, à travers les humiliations racistes, la réalité de l'impérialisme. C'est là, dans les années 1920, qu'elle entre en contact avec les idées socialistes et anticolonialistes. En 1922, diplômée, elle retourne à Abeokuta. Elle renonce alors à ses prénoms chrétiens européens et adopte fièrement le nom Funmilayo, qui signifie en yoruba « donne-moi du bonheur ». En 1925, elle épouse Israel Ransome Kuti, éducateur et militant avec qui elle partagera 30 années de vie conjugale et de combat politique. Elle devient alors Funmilayo Ransome Kuti. Le couple s'engage dans de nombreuses organisations éducatives et anticolonialistes. Funmilayo milite avec vigueur pour l'éducation des filles et l'émancipation des femmes. En 1928, elle crée l'une des premières classes maternelles du Nigeria. Cette même année, elle fonde un club de jeunes femmes issues de l'élite locale, tout en proposant des cours d'alphabétisation aux femmes analphabètes, posant les bases d'un féminisme africain pragmatique profondément enraciné dans sa communauté. Pionnière en tout, Funmilayo devient, entre 1935 et 1936, la première femme d'Abeokuta à conduire une voiture. Avec son mari, ils l'achètent d'occasion en Angleterre et la font importer au Nigeria, un symbole de liberté dans une société encore marquée par les normes patriarcales. Leur mariage, basé sur le respect mutuel, donna naissance à 4 enfants. L'un d'eux, Fela Anikulapo Kuti, deviendra un célèbre musicien et une figure de la contestation africaine. Fela choisira d'abandonner le nom Ransome, qu'il juge colonial, pour prendre celui d'Anikulapo, qui signifie « celui qui a la mort dans sa poche », un hommage à la radicalité politique de sa mère. Au tournant du XXe siècle, les territoires qui allaient devenir le Nigeria étaient, pour la plupart, sous le contrôle de l'Empire britannique. Les États auparavant indépendants, issus de civilisations riches et complexes, furent progressivement soumis par la force. Mitrailleuses, artillerie lourde, fusils à longue portée, l'impérialisme britannique s'imposa sans pitié. En 1914, pour optimiser l'exploitation économique de la région, les Britanniques décidèrent de fusionner les protectorats du Nord et du Sud, donnant naissance à la colonie et protectorat du Nigeria. Mais au-delà de la domination politique, c'est dans l'organisation même du pouvoir colonial que les déséquilibres se creusèrent. L'administration britannique mit en place un système, dit d'administration indirecte, particulièrement influent dans le sud du pays. Ce système reposait sur une manipulation des chefferies locales. Des chefs, choisis par les colons, recevaient un pouvoir souvent bien supérieur à celui que leur conférait la tradition. Et sans surprise, ces chefs étaient presque exclusivement des hommes. Les femmes, elles,
furent exclues des cercles de décision. Pourtant, dans de nombreuses sociétés nigérianes, les femmes avaient joué historiquement des rôles politiques majeurs. En niant cette réalité, les colons transformèrent profondément l'équilibre des sociétés locales. Pire encore, à partir de 1918, les femmes furent soumises à une fiscalité directe séparée, souvent appliquée avec brutalité. À Abeokuta, l'Alake, chef traditionnel devenu relais de l'administration coloniale, était rémunéré pour faire appliquer cette fiscalité discriminatoire. En cas de non-paiement, les femmes étaient arrêtées, battues, parfois même publiquement déshabillées et leurs maisons fouillées. En novembre 1989, une étincelle mit le feu à la plaine. Dans les provinces d'Owerri et de Calabar, dans le sud-est du Nigeria, des milliers de femmes se soulevèrent contre un nouveau projet d'imposition coloniale. Ce fut la fameuse guerre des femmes. Durant des semaines, les commerçantes locales organisèrent des manifestations, bloquèrent des bâtiments administratifs et mirent à mal l'autorité coloniale. Le mouvement fut brutalement réprimé. 55 femmes furent tuées. Mais la révolte força les autorités à revoir leur système d'administration indirecte. Dans cette région du Nigeria, les femmes venèrent de marquer un point historique. Cette insurrection fut bien plus qu'un épisode isolé. Elle devint un symbole. Pour la première fois, les revendications des femmes nigérianes prenaient une dimension nationale. Un précédent que Funmilayo, Ransom Kuti, n'oubliera jamais. Pendant ce temps, dans l'ouest du pays, les femmes Yoruba, dont Funmilayo était issue, jouaient elles aussi un rôle central dans la société. Principalement commerçantes, elles surent tirer parti de l'essor du commerce colonial, notamment grâce à la culture du cacao. Mais elles n'échappèrent pas aux injustices. Dans les années 1920, les taxes imposées par l'administration britannique, les fluctuations des prix et les restrictions bureaucratiques commencèrent à freiner leur activité. À Lagos, des commerçantes se regroupèrent pour former des associations de défense, parvenant à faire annuler certaines lois fiscales injustes. Ces actions, d'abord locales, furent le reflet d'une résistance féminine structurée et visionnaire. Abeokuta, au cœur du pays Yoruba, n'est pas une ville comme les autres. C'est une cité marquée par la mémoire de femmes puissantes. Parmi elles, une légende se détache, Madame Tinubu, figure du XIXe siècle, commerçante redoutable, opposante farouche aux envahisseurs européens. Son nom traversa les générations, et dans les années 1930, c'est une autre femme qui allait raviver la flamme, Funmilayo Ransom Kuti. En 1932, Funmilayo participe à la fondation du Club des Dames d'Abeokuta. Le cercle est alors discret, presque mondain, des femmes éduquées, chrétiennes, de classe moyenne, qui se retrouvent autour d'activités comme la couture, les œuvres caritatives ou l'alphabétisation des adultes. Mais bientôt, la réalité sociale les rattrape. Funmilayo, elle, regarde ailleurs, vers le marché, vers les femmes aux mains calleuses, à la peau brûlée par le soleil. Les femmes qui doivent nous inspirer, ce sont celles qui portent leurs enfants sur le dos tout en cultivant du lever au coucher du soleil. En 1944, elle lance une campagne contre la confiscation du riz des commerçantes par les autorités locales. Pour elle, c'est un déclic. Il faut politiser le club, ouvrir ses portes à toutes les femmes, sans distinction de classe ou d'éducation. C'est ainsi que le club devient l'Union des femmes d'Egba. La couture ne suffit plus. Parlons d'alphabétisation, parlons de représentation, parlons de justice. Dans les années 1940, la Seconde Guerre mondiale jette son ombre sur l'économie nigériane. Les produits alimentaires sont réquisitionnés, les prix contrôlés, les commerçantes rackettées. À Abeokuta, Funmilayo, Ransom Kuti entre en scène comme une stratège politique et une meneuse d'hommes, et surtout de femmes. Elle restructure l'union. Désormais, la langue des réunions est le Yoruba. Les tenues sont africaines et chaque femme, qu'elle soit lettrée ou non, a sa place. L'organisation attire bientôt plus de 20 000 membres. Elle devient un modèle de mobilisation populaire. Son mot d'ordre, toutes les femmes ensemble, notre unité fait notre force. Novembre 1947. Abeokuta est secouée. Une marée humaine de 10 000 femmes prend la direction du palais de l'Alak, autorité traditionnelle désormais inféodée aux colons. Elles chantent, elles dansent, elles crient. Pas d'impôts sans représentation. En décembre, une seconde marche dénonce les arrestations arbitraires, la corruption, l'arrogance du pouvoir. Et surtout, elle réclame la démission de l'Alaké. Le combat dure des mois. Et en avril 1948, les autorités cèdent. La taxe sur les femmes est suspendue. Puis enfin, le 3 janvier 1949, l'impensable se produit, l'Alaké abdique. Dans tout Abeokuta, un seul nom est sur les lèvres, Funmilayo Ransom Kuti, la lionne de l'Isabi. L'Union des femmes d'Egba change de nom, elle devient l'Union des femmes nigérianes. Et très vite, elle dépasse les frontières d'Abeokuta. Des sections s'ouvrent à Lagos, Calabar, Enugu, Ibadan, Kano. Funmilayo organise, écrit, parle, fédère. Son combat devient national puis international.
Des échos de son action se font entendre au Ghana, en Sierra Leone, en Chine, jusqu'en Union soviétique. À une époque où les partis politiques nigérians sont divisés par des logiques ethniques, l'union de Funmilayo rappelle ceci. Nous avons des différences, mais aussi des douleurs communes. Et c'est cela qui doit nous unir. 1946. Le Nigeria se rapproche de son indépendance. Mais le colonialisme ne cède rien sans condition. La Constitution Richard propose une division du pays en 3 grandes régions, accentuant les fractures ethniques. Une voix s'élève contre ce projet, celle de Funmilayo Ransome Kuti, la seule femme à intégrer la délégation du Conseil national du Nigeria et du Cameroun, NCNC, envoyée au Royaume-Uni pour contester la Constitution. Là encore, elle refuse d'être reléguée à un rôle secondaire. Sa voix porte au nom des femmes, au nom des opprimés, au nom de l'unité nationale. Elle entre officiellement dans la sphère du pouvoir. Première femme nommée à la Chambre des chefs de l'Ouest. Titre de chef Yoruba, Oloyi membre du conseil d'administration du syndicat des enseignants. Mais cette reconnaissance n'émousse pas sa radicalité. Elle reste fidèle à ses principes. En 1959, exclue du NCNC pour avoir refusé les compromis, elle fonde son propre parti, le Parti du peuple du commun, et une nouvelle organisation nationale, la Fédération des sociétés de femmes nigérianes. Elle y défend le droit de vote des femmes, l'éducation, l'égalité politique et bien sûr l'indépendance du Nigeria qui sera proclamée en 1960. Mais sa voix dérange. Elle est accusée de communisme, son passeport confisqué, son entrée aux États-Unis refusée. Et pourtant, elle continue. Elle voyage, elle parle, elle rassemble, même seule, elle fait trembler les empires. En 1955, elle perd son mari, le révérend Ransome Kuti, après une longue maladie. C'est un coup dur, le plus intime. Mais Funmilayo ne s'arrête pas. Son combat prend une nouvelle dimension. 1965, membre de l'Ordre du Niger. 1968, docteur honoris causa de l'Université d'Ibadan, 1970, lauréate du prix Lénine pour la paix, hommage soviétique à son internationalisme militant. Même sous surveillance, même isolée, elle reste fidèle à sa mission, faire entendre la voix des femmes du Nigeria et du monde. 18 février 1977. À Lagos, les soldats nigérians attaquent la résidence de son fils, le musicien contestataire Fela Kuti, auteur du désormais célèbre Zombie, dénonçant la brutalité militaire. Funmilayo, 76 ans, est là. Les soldats la jettent du 2e étage. Elle est grièvement blessée. Elle meurt à l'hôpital général de Lagos le 13 avril 1978 à 77 ans. Funmilayo Ransome Kuti fut bien plus qu'une militante. Elle fut une visionnaire, une architecte de justice, une lionne dont le rugissement résonne encore. Son héritage vit à travers les luttes féminines nigérianes contemporaines, la musique de Fela, la mémoire collective d'un peuple. Une femme debout face à l'empire, une mère tombée pour la liberté, une héroïne jamais oubliée.